Les entreprises familiales peuvent-elles craindre une réforme du pacte Dutreil? On en parle tout de suite avec mon invité, Johan Golin, avocat associé chez EY Société Avocat. Johan, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, le pacte Dutreil est au cœur des débats fiscaux. On va voir aujourd'hui ce qu'il en est concrètement. Tout d'abord, pourquoi le pacte Dutreil est considéré comme un outil incontournable dans la transmission des entreprises familiales? Alors le pacte Dutreil, il est incontournable car il évite une vente forcée de l'entreprise familiale ou de puiser dans la trésorerie pour les héritiers pour acquitter des droits de succession qui sont souvent prohibitifs. Et il faut remonter à la genèse, en 2003, quand Renaud Dutreil a instauré le pacte qui porte son nom, où on avait une véritable hémorragie des ETI, des PME familiales à l'époque, et on s'étonnait du peu d'entreprises familiales en France versus ce qui se faisait en Allemagne. Donc il faut remonter à cette genèse, et le pacte Dutreil a permis d'éviter ces effets désastreux sur nos entreprises familiales en instaurant sous condition une exonération de 75% sur la valeur d'entreprises transmises, que ce soit dans le cas de donation ou de succession. Ça, c'est le premier point, et c'est sur la genèse, donc d'éviter véritablement une vente forcée d'entreprise familiale ou de puiser dans la trésorerie de l'entreprise. Et après, le deuxième point à avoir en tête sur l'outil incontournable, c'est que ça fonctionne. On a réalisé récemment le premier baromètre de la transmission, et on voit que 85% des entreprises familiales utilisent le pacte dans le cadre de leur transmission. Donc ça fonctionne. Et pour vous donner une vision, un peu un ordre d'idée en termes d'enjeux, il faut bien comprendre qu'en l'absence de pacte Dutreil, sur une transmission d'une entreprise familiale avec une valorisation autour de 10 millions d'euros, transmission en pleine propriété, sur ces 10 millions d'euros, on va avoir des droits de donation de l'ordre de 3,9 millions d'euros. Donc, un taux d'imposition autour de 34 à 40%. Ça, c'est dans l'hypothèse d'absence de pacte Dutreil. Donc, un coût extrêmement sensible. Et avec le Dutreil, ça va coûter, sur une donation, selon que l'un ou les deux parents donnent, entre un peu plus de 560 000 jusqu'à un peu plus d'1,1 million. Donc évidemment, un taux d'imposition entre 5,6% et 11,2%, selon que le donateur va avoir 70 ou moins de 70 ans. Mais de garder ces éléments-là qui sont extrêmement sensibles en termes de coût de transmission. Donc, on a vu ensemble la genèse du pacte Dutreil. On voit que c'est un outil qui fonctionne bien, selon vos termes. Et pour autant, on envisage sa suppression ou des ajustements. Quelles sont les critiques qui sont formulées? Alors on a principalement trois critiques sur le pacte Dutreil aujourd'hui. Alors on a vu que avant-hier, dans l'annexe du budget de la proposition de loi de rectificative, se glisser une estimation du coût annuel du pacte Dutreil, où sur les 2 dernières années, il est estimé entre 4 et 5 milliards. C'est sensiblement plus que ce que c'était en termes d'estimation au cours des 10 dernières années, puisque c'était autour de 500 millions. Donc là, on a un effet exponentiel, et c'est ce coût-là qui, dans le contexte budgétaire qu'on connaît tous, qui commence à gratter. Pourquoi est-ce qu'on arrive à ces 4 ou 5 milliards, qui est aussi le chiffre qui est avancé par la Cour des comptes, qui sortira son rapport probablement au cours du mois de novembre sur les effets du pacte Dutreil? Parce qu'on a deux éléments. D'abord, on a une prise de valeur des actifs au cours des 5 dernières années qui a été sensible. Et puis, on a aussi, ces 2 dernières années, un climat extrêmement anxiogène qui fait qu'il y a une accélération sur les transmissions, et que ce phénomène va continuer parce qu'il est d'ordre démographique. Une entreprise sur 2 va être transmise dans les 7 ans qui viennent. Donc, il y a un coût, et il tient aussi à la démographie de nos entreprises familiales. Juste sur le coût, il y a un point qu'il est important d'avoir en tête. C'est vrai que ça gratte, ce coût de 4 à 5 milliards par an, mais c'est un coût annuel. D'accord. Et il faut faire attention sur ce coût annuel. Pourquoi? À pas avoir une vision simplement. Est-ce qu'on doit apprécier le coût du pacte Dutreil en format annuel, ou est-ce qu'on doit regarder les effets, notamment extra-financiers,
sur nos territoires, sur l'emploi, sur l'ancrage territorial. Pour vous, il faut une vision plus globale des choses pour appréhender le sujet? Je crois que la vraie vision d'appréciation du pacte Dutreil ne doit pas être simplement le coût annuel. La transmission, elle va avoir lieu une fois tous les 20, 25, 30 ans. Et donc, il faut aussi évaluer les effets extra-financiers, les considérations extra-financières d'un pacte Dutreil, parce que ça va permettre de conserver des entreprises sur le territoire, des emplois, un ancrage, des savoir-faire, et que ces effets positifs induits sont aujourd'hui mal mesurés, et il ne faudrait pas réduire le débat simplement à ce coût budgétaire annuel. Alors, on a vu les critiques. Quelles sont les réformes envisagées pour être dans le concret? Alors, on a vu que le débat avait commencé. Il y avait déjà un certain nombre d'amendements qui sont sortis hier et qui ont commencé à poindre. Et ça viendra sans doute, on aura sans doute d'autres effets au cours du débat public qui va s'ouvrir. Les principales pistes de réforme concernent d'abord le plafonnement de l'exonération. Aujourd'hui, on a un plafonnement de l'exonération autour de 75%, donc 75% d'abattement sur la valeur de l'entreprise. Certains préconisent de laisser le Dutreil en l'état, mais de ne l'appliquer qu'aux valeurs d'entreprise jusqu'à 50 millions. Donc, ce qui veut dire qu'au-delà de 50 millions, potentiellement, on n'aurait plus le Dutreil, ou alors un Dutreil dégressif, 75, 50, 25. Ça, c'est la première piste, c'est le plafonnement de l'exonération. La deuxième piste, c'est de revisiter la durée d'engagement des conditions du Dutreil. Aujourd'hui, c'est entre 4 et 6 ans. Et c'est de dire finalement, comme on souhaite ancrer les entreprises familiales au sein de la famille, ça ne serait pas complètement choquant d'avoir une durée plus longue qui pourrait être de 8, 10, 15 ans. La troisième réforme, c'est et on a déjà un amendement en ce sens qui est sorti, c'est le recentrage des actifs qui sont susceptibles de bénéficier du Dutreil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes susceptible de bénéficier du Dutreil si vous êtes une entreprise commerciale, mais aussi si vous avez ce qu'on appelle une holding animatrice qui regroupe des actifs professionnels, mais pas que. On peut avoir de la trésorerie, on peut avoir des actifs personnels sous cette holding animatrice. Et donc, aujourd'hui, on fait tout rentrer dans le pacte Dutreil. Donc, l'idée, ce serait de pouvoir sortir la trésorerie potentiellement excédentaire ou bien les actifs non professionnels. Un des autres, le dernier point également, ce serait sur les plus-values, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous faites un Dutreil avec vos enfants et à l'issue des délais d'engagement, si les enfants cèdent, vous allez calculer une valeur de cession qui est la valeur de transmission. Et ce serait de plus avoir cet effet sur les plus-values, sur la valeur de transmission, mais avant abattement des 75%, de sorte qu'on ait une assiette qui ne permette pas de purger, que le Dutreil ne purge pas les plus-values. Pour terminer brièvement, dans cette période intermédiaire où on ne sait pas encore les contours de cette réforme, quels conseils vous avez à formuler à l'intention des dirigeants d'entreprises familiales? Alors, on est évidemment beaucoup sollicité, compte tenu du contexte, de dire il faut que je fasse mon Dutreil absolument maintenant. D'abord, je rappelle que la loi de finances est rétroactive par nature, donc elle peut rétroagir au 1er janvier 2025. Donc, ce n'est pas parce que vous le faites aujourd'hui que vous bénéficierez des dispositions en vigueur. Ensuite, il est urgent d'agir, mais il est aussi important de le faire dans la sérénité et sans précipitation. Parce que voilà, ça doit pas être, la fiscalité doit pas être le seul curseur, le schéma juridique fiscal ne doit surtout pas être le seul curseur. Une transmission, c'est un projet, ça se pilote, ça s'encadre. Il est important de prendre l'intégralité des éléments liés à une transmission, tels que les éléments psychologiques avec les enfants, le conjoint, le financement, les valorisations. Donc attention, pour autant, à pas se précipiter quand bien même le dispositif serait touché. Donc, pas de précipitation, on attend de voir ce qui se passe avant de prendre quelconque décision. Voilà, il faut ouvrir le débat de la transmission parce que c'est un projet au long cours, mais pas de précipitation pour aller réaliser uniquement chercher des économies fiscales. On va conclure là-dessus. Merci Johan Golin. Je rappelle que vous êtes avocat associé chez EY, société d'avocats. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler licenciement et liberté d'expression du salarié.